J'étais certain que la science est le chemin vers la vérité et j'ai fait l'erreur de penser qu'une version ancienne, réfutée, newtonienne et déterministe de la science matérialiste était un chemin vers la vérité. Et c'est faux. Je voudrais accueillir dans l'émission le docteur Eben Alexander. Comment ça va, Eben? Je vais très bien, Alex. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Je suis ravi de parler avec vous. J'ai beaucoup aimé votre nouveau livre, Living in a Mindful Universe. Et je suis fasciné par votre travail depuis un certain temps. Et je voulais savoir, avant de parler de vos expériences de mort imminente et de votre travail, comment était votre vie avant votre expérience de mort imminente? Eh bien, je menais une très bonne vie. Je veux dire, j'étais neurochirurgien. J'avais suivi les traces de mon père en poursuivant ce domaine. J'ai passé plus de 15 ans à enseigner à la Harvard Medical School en tant que professeur associé. J'ai aussi enseigné à l'Université de Virginie et l'Université du Massachusetts, toutes en neurochirurgie. Donc, je menais une très bonne vie. J'avais une femme et 2 fils merveilleux. Et la veille de mon coma, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer dans ma vie, mais je n'ai vraiment aucune plainte. J'étais un neuroscientifique conventionnel, du genre réductionniste et matérialiste, autant que je voulais croire à beaucoup de ce que j'avais entendu en grandissant dans une église méthodiste. Et mon père, bien qu'il soit scientifique, il était à la tête d'un programme de formation en neurochirurgie. Il était aussi très spirituel et croyait au pouvoir de la prière, et il l'utilisait régulièrement dans son travail. Mais comme tant de ceux qui ont grandi dans la croyance que la science est le chemin vers la vérité. Et j'ai fait l'erreur de penser qu'une version ancienne, réfutée, newtonienne et déterministe de la science matérialiste était un chemin vers la vérité. Et c'est faux. Il existe une version beaucoup plus riche, informée par la physique quantique, de la compréhension de la conscience. Et j'ai passé les 13 dernières années depuis mon coma à travailler avec d'autres scientifiques du monde entier pour poursuivre cela. Donc, c'est un cadeau extraordinaire. Mais oui, la veille de mon coma, je n'avais aucune idée de ce qui allait se dérouler, croiser ma route. Oui, exactement. Donc, vous considériez-vous comme athée avant et vraiment pas comme, je pense que La meilleure façon de le dire est que j'ai beaucoup lutté avec ma foi. Ma longue carrière en neurochirurgie m'a vraiment laissé perplexe quant à la survie de la conscience après la mort du cerveau et du corps. Je ne voyais vraiment pas comment cela pouvait se produire. Et bien sûr, comme je l'ai expliqué dans mon livre Preuve du paradis, qui était le premier livre que j'ai écrit à ce sujet, j'ai été plongé dans une nuit noire de l'âme pendant 8 ans avant mon coma. Cela a à voir avec le fait que je suis adopté. C'est une grande partie de l'histoire de fond et c'est très pertinent pour les discussions majeures sur mon EMI et ses conséquences et sa compréhension. Mais il s'avère, comme je le décris dans Preuve du paradis, en février 2000, quand il y a longtemps, des décennies plus tôt, j'avais accepté que ma mère biologique ne me cherchait pas. Alors, j'ai arrêté d'écrire des lettres à l'orphelinat. Mais ensuite, c'était un projet scolaire pour mon fils aîné, Evan 4. Il était en 6e à Dover, Massachusetts. Et il avait un projet de généalogie familiale et il a dit, « Papa, il nous faut absolument plus d'informations de ta famille biologique. » Alors, j'ai écrit une autre lettre à l'orphelinat et c'est là que j'ai eu la grande surprise. Et j'explique tout cela en détail dans le livre. Mais en 2 minutes de conversation téléphonique, j'ai reçu un appel d'une assistante sociale qui m'a choqué jusqu'au plus profond de moi. Elle m'a dit que mes parents biologiques s'étaient mariés. Je n'avais jamais soupçonné cela. J'avais toujours entendu dire qu'ils étaient repartis chacun de leur côté et je pensais juste chercher ma mère biologique, pensant que mon père biologique était hors du tableau. Mais ils s'étaient mariés. Et non seulement cela, ils avaient eu 3 enfants, mais la plus jeune sœur était décédée plus de 2 ans auparavant. Cela aurait été en 1988. Et selon l'assistante sociale, il pleurait encore sa perte. Donc ce n'était pas le bon moment pour moi de revenir dans leur vie. Il s'avère que cela n'a vraiment rien à voir avec les communications réelles. Mais étant donné l'obscurcissement de tout cela avec les lois de la Caroline du Nord essayant très fort d'empêcher les retrouvailles des adoptés avec leurs parents biologiques, c'était une véritable bataille. Et ce rejet perçu de ma mère biologique est ce qui m'a plongé dans cette nuit noire de l'âme. J'ai arrêté de dire des prières, mon enfant,
2 garçons le soir. J'ai arrêté de les emmener à l'église. Je suis devenu très agnostique, je dirais. Pas totalement athée, mais juste comment est-ce possible? Et cela m'a plongé dans une nuit noire de l'âme. Il s'avère encore une fois qu'une grande partie de l'histoire expliquée dans le livre est que j'ai rencontré ma famille biologique environ 1 an avant mon coma. Et cela a été absolument crucial pour le déroulement de tous les événements du voyage du coma et la compréhension des conséquences. Mais inutile de dire que mon voyage dans le coma m'a montré très clairement comment la conscience peut survivre à la mort du cerveau et du corps. Et non seulement cela, il m'a montré un domaine très riche d'interconnexion et un domaine qui, en quelque sorte, violait beaucoup de mes préconceptions religieuses, même si je les avais en quelque sorte abandonnées en l'an 2000 avec ce rejet. Je n'avais jamais envisagé des pensées comme la réincarnation. Mais mon EMI m'a montré très clairement que nos âmes reviennent encore et encore, qu'il serait insensé de penser que tout ce travail de l'âme pourrait être accompli en une seule incarnation. Et bien sûr, j'ai dû faire tout le travail de fond sur les preuves scientifiques de la réincarnation pour commencer à réaliser la vision plus large. Mais ce qui émerge de tout cela est simplement une vision beaucoup plus grandiose de la nature de la réalité qui est parfaitement alignée avec la science moderne et une vision très rafraîchissante du monde en général. Mais cela indique aussi que nous avons la responsabilité de nos choix et que nous sommes liés par cette force d'amour que tant de personnes ayant vécu une EMI ont découverte. Et pourtant, on ne voit pas nécessairement cela dans la façon dont nous agissons dans ces corps, dans cette vie, ces vies. C'est là que nous devons tous apprendre des leçons profondes à ce sujet, avec la pointe de l'iceberg de ces leçons étant les expériences de mort imminente et les révisions de vie maintenant. Alors, parlons de votre expérience de mort imminente. Que s'est-il passé exactement quand vous êtes tombé dans le coma? La chose la plus importante à souligner est qu'il y a une anomalie dans mon cas qui est atypique pour les EMI. Et c'est que j'étais amnésique. Je n'avais aucun souvenir de la vie d'Eben Alexander. Je n'avais pas de mots, pas de langage, aucune de ces préconceptions religieuses d'Eben Alexander, aucune des connaissances scientifiques d'Eben Alexander. Tout avait été effacé. C'était une ardoise vierge. Et il m'a fallu des mois pour vraiment comprendre pourquoi cela serait. Je veux dire, j'ai fini par réaliser, bien sûr, que les NDE sont toujours adaptés à l'individu pour aider à répondre à leurs questions profondes et spirituelles. Et c'est pourquoi je pense que la mienne a pris ce rôle. Mais cela impliquait la nécessité de l'amnésie. Maintenant, très brièvement, je vous dirais que l'expérience que je décris en détail dans de nombreuses conférences disponibles sur Internet, ainsi que dans le livre Proof of Heaven et les livres suivants, Map of Heaven et Living in a Mindful Universe. Mais le voyage lui-même dans cet état amnésique a commencé dans une perspective de ver de terre, un royaume très primitif et non réactif qui semblait durer des éternités, mais j'ai été sauvé de cela par une lumière blanche tournant lentement, accompagnée d'une mélodie musicale parfaite et qui m'a conduit comme un trou de verre dans cette brillante vallée d'entrée ultra réelle. Maintenant, la vallée d'entrée avait de nombreuses caractéristiques terrestres. J'étais une particule de conscience sur l'aile d'un papillon. Il y avait cette prairie luxuriante et incroyable, entourée de forêts en contrebas, une végétation luxuriante, des bourgeons, des fleurs, tout cela très richement dynamique, vivant, aucun signe de mort ou de décomposition. Je me souviens de milliers d'êtres dans cette prairie, beaucoup de joie, de gaieté, de danse et de festivité, tous alimentés par des orbes angéliques qui planaient au-dessus et émanaient des chants, des hymnes, des cantiques qui résonnaient dans ma conscience. Un autre aspect crucial de cette étape du voyage était que je n'étais pas seul. Il y avait une belle jeune femme sur l'aile du papillon avec moi. Et ceux qui ont lu La preuve du paradis réaliseront qu'à la toute fin du livre, 4 mois après mon réveil du coma, j'ai en fait découvert l'identité de cette belle femme. Mais à l'époque, je ne savais pas qui elle était. Mais son message pour moi, et il a été délivré télépathiquement. Dans cette riche forme d'identité émotionnelle de communication, tu es profondément aimé et chéri pour toujours. Tu n'as rien à craindre. Vous êtes pris en charge. Je pense que c'était en quelque sorte le message ultime que je devais ramener dans ce monde. Cela et tout le reste à propos de pouvoir avoir cela, alors que mon cerveau était documenté comme ayant subi une telle destruction que ce cerveau ne pouvait pas avoir fait le moindre rêve ou hallucination. Et tout cela est confirmé dans un rapport de cas sur mes dossiers médicaux qui est sorti 10 ans après mon coma par 3 médecins non impliqués dans mes soins.
Ce rapport de cas est dans le journal de Nervous and Mental Disease, septembre 2018, mais il précise très clairement que mon cerveau était bien trop endommagé d'après toutes les données neurologiques de ma maladie pour avoir produit quoi que ce soit en termes d'expérience phénoménale, encore moins l'expérience la plus robuste, significative, détaillée et ultra réelle que j'ai jamais vécue dans ma vie. Il s'avère que c'était une étape, comme on dit, une vallée de passage vers des niveaux de plus en plus élevés, et je me souviens avoir vu tout l'espace-temps à 4 dimensions s'effondrer, puis tout ce domaine spirituel, y compris un ordre causal différent que j'appelle le temps profond. Il est très important de comprendre que le temps terrestre n'est qu'un flux temporel de consensus partagé, mais qu'en fin de compte, dans le domaine spirituel, il existe un marqueur plus fondamental de la progression, de la croissance de l'âme et de l'évolution de la conscience qui se produit dans le temps profond. Mais dans la phase suivante de mon voyage, tout cela s'est également effondré et à travers un autre trou de verre engendré par la musique des chœurs angéliques, je suis monté dans le domaine central. Le noyau était une obscurité infinie et en creuse, mais remplie, débordante d'un amour divin et guérisseur de cette source créatrice de Dieu. Je veux dire, c'est ce que les initiés, les prophètes et les mystiques ont rencontré depuis des milliers d'années à travers tous les systèmes de croyances dans ces voyages, qui nous montrent qu'il y a plus dans l'univers que le monde physique. Et c'est exactement ce dans quoi je me suis baigné. Je veux dire, cet océan d'amour magnifique est quelque chose que tout voyageur indépendant réalise en revenant, qu'il n'y a rien à craindre de la mort. C'est vraiment comme un retour à la source et cette belle unité. Et de toute façon, j'ai traversé ces régions plusieurs fois. Je pouvais utiliser le souvenir de la musique elle-même pour évoquer ces divers portails entre les niveaux. Mais on me disait toujours dans le noyau, nous t'enseignerons beaucoup de choses, mais tu retourneras, tu n'es pas ici pour rester. Et il est venu un moment où cela s'est avéré vrai. Et j'ai essayé de me souvenir des notes de musique, de la mélodie pour invoquer ce portail de lumière qui m'emmenait de la terre ou de ma vue jusqu'à la vallée de la porte. Et ça ne marchait pas. Et c'était vers la toute fin du voyage. C'est alors que j'ai vu des milliers d'êtres s'éloigner au loin, tête baissée, certains tenant des bougies, cette énergie murmurante émanant d'eux. Et la surprise, c'était que j'étais maintenant de retour dans ce royaume le plus sombre. La terre était ma vue. Et pourtant, je ressentais toujours cet incroyable sentiment d'amour, de connexion et de foyer spirituel de tous ces êtres autour de moi dans mes écrits. Quand j'ai écrit cela des semaines plus tard, j'ai dit que c'était la puissance de la prière. C'était ce que je ressentais de tous ces êtres et cela m'aidait à me guider de retour dans ce monde. Il y avait 6 visages que j'ai vus à la toute fin, et ils sont importants parce qu'ils étaient des ancres temporelles verticales. Il y avait des gens, familles et amis qui étaient dans la salle de soins intensifs les dernières 24 heures de coma. Et pour toutes les raisons élaborées que j'explique en détail dans le livre, mais ils m'ont montré que la grande majorité du voyage en coma, qui semblait durer des mois ou des années, je veux dire un voyage extraordinaire, même s'il s'est déroulé en 7 jours terrestres de mon temps en coma. Mais ce retour. Enfin, revenir dans ce monde était le 6e visage que j'ai vu. C'était un garçon de 10 ans et il s'avère que c'était mon fils bon. Je ne l'ai pas reconnu. Mon amnésie était encore absolument prépondérante dans ce voyage, mais ses supplications envers moi, il était dehors de la pièce où les médecins ont tenu la réunion de famille au 7e jour de coma où je ne faisais aucun progrès. Ils estimaient 10% de chances de survie au début de la semaine, 2% à la fin de la semaine, aucune chance de rétablissement. C'est pourquoi ils ont recommandé d'arrêter les antibiotiques. Bon a entendu cette conversation, a couru dans le couloir, réalisant maintenant que c'était bien pire que ce qu'on lui avait dit, et il a ouvert mes paupières. Un œil regardant par là, l'autre par ici. Aucune pupille ne fonctionnait. Quiconque travaille dans le domaine médical sait que c'est une image horrible. Je vous le promets. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, je ne l'ai pas entendu de mes oreilles. Mais ces supplications, papa, tu vas t'en sortir. Papa, tu vas t'en sortir. Je ne comprenais pas les mots, mais l'engagement émotionnel et les supplications sont ce qui m'a atteint. Et c'est ce qui m'a poussé à revenir dans ce monde, même si je n'avais aucune idée de ce à quoi je revenais quand je l'ai fait. En ouvrant les yeux dans cette chambre de soins intensifs, ma mère, mes sœurs, mes fils au chevet, je n'avais aucune idée de qui étaient ces êtres. L'amnésie était encore absolument active, mais elle s'est rapidement résolue. Les mots et le langage sont revenus en quelques heures et jours, les souvenirs d'enfance en quelques jours et semaines, toutes mes connaissances sémantiques, la physique, la cosmologie, la neuroscience en 2 mois. Et dans le livre « Vivre dans un univers conscient », nous détaillons l'importance de cette partie de la discussion, en ce sens que de nombreux neurochirurgiens commencent enfin à réaliser que les souvenirs à long terme ne semblent pas être stockés dans le cerveau du tout.
Sur plus d'1 million de craniotomies et de résections cérébrales effectuées au cours du siècle dernier, il n'y a jamais eu de cas de souvenir à long terme, supprimé avec une partie du cerveau enlevée. C'est un point très important, mais nous l'expliquons dans Living in a Mindful Universe, surtout dans cet appendice sur la mémoire dans le cerveau. C'est en quelque sorte le dernier clou dans le cercueil des neurosciences matérialistes, que la mémoire n'est pas stockée là, mais bien sûr, nous réalisons aussi maintenant que le cerveau sert de filtre. Il n'est pas le producteur de la conscience, mais il permet à la conscience primordiale d'entrer. Et c'est là que toute la discussion d'un point de vue scientifique devient très, très intéressante. Mais j'ai passé les 13 années depuis mon coma à essayer de donner un sens à ce voyage d'une manière qui m'aide à l'expliquer. Et cela a également impliqué un programme intense de méditation, 1 heure par jour, utilisant l'entraînement des ondes cérébrales par battement binaural sacré pour une méditation très profonde afin de développer ma relation. Avec beaucoup de ce que j'ai découvert pour la première fois lors de mon EMI. Maintenant, avec vos méditations, parce que je médite beaucoup, est-ce que je fais aussi 1 heure par jour? Je trouve toujours que lorsque je médite, c'est presque comme une fenêtre pour se connecter, faute de meilleurs termes, à l'autre côté, se connecter à la source. D'une certaine manière, nous le faisons quand nous allons dormir et quand nous nous réveillons, nous sommes de retour dans cette réalité avec vos méditations. Je suppose que ce n'est pas aussi vif qu'en expérience de mort imminente, mais dans vos méditations, ressentez-vous une connexion à la source, à votre moi supérieur, etc. Eh bien, ça n'arrive pas à chaque fois. En fait, je dois vraiment y travailler. Et toutes les quelques semaines ou mois, j'aurai une plongée vraiment profonde dans des méditations consécutives qui m'aideront à me connecter à cela, non seulement pour me souvenir certains des événements de l'EMI, mais aussi pour développer cette relation. Et je partage beaucoup de cela, notamment dans le livre « Vivre dans un univers conscient », surtout à propos de mon père adoptif. Parce que si j'avais écrit tout cela, il était décédé 4 ans avant mon coma. Et si je l'avais écrit, il aurait été là, au premier plan. Et pourtant, il ne l'était pas. Mais je l'ai trouvé d'une manière très belle, en méditation profonde, environ 2 ans et demi après mon coma. Et j'ai expliqué toute cette rencontre dans Vivre dans un univers conscient. Mais c'était une expérience extraordinaire qui m'a tout simplement stupéfié. Et pourtant, cela a ensuite pris tout son sens en essence. Son sens de l'humour est apparu de manière magnifique. Et il me disait qu'il ne pouvait pas m'apparaître pendant mon EMI, car alors, s'il avait été l'ange gardien, j'aurais été plus tenté de. Malgré un diagnostic d'une chance sur 10 millions de méningite à E. coli chez un adulte, malgré une guérison d'une chance sur 1 milliard, s'il avait été là, j'aurais peut-être été plus tenté de tout rejeter, car on ne voit que ceux qu'on veut voir en partant. Et c'est pourquoi j'ai en fait dû avoir quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était très important pour moi dans ma vie, dans un sens plus large. En revenant à cette famille biologique, ayant quitté ce monde 2 ans avant que je ne connaisse son existence, et tout cela en faisait partie. Mais j'ai utilisé la méditation pour développer ce genre de relation maintenant. Vous avez tout à fait raison. L'ultra-réalité, qui, pour moi, était si choquante de la vallée de la Porte et du noyau, est quelque chose. D'une part, j'ai découvert la plupart des personnes ayant vécu une EMI décrivent ce même genre d'alter-réalité trop réelle pour être réelle, ce genre de sensation. Et je n'en avais aucune idée, car je n'avais jamais lu la littérature sur les EMI avant mon coma. Et mon fils aîné, qui étudiait les neurosciences à l'époque, a eu l'intelligence de me conseiller d'écrire tout ce dont je me souvenais de mon coma avant de lire le récit d'EMI de quelqu'un d'autre. Et c'était un très bon conseil. Et puis, je possédais un document parfaitement rédigé d'environ 20 000 mots décrivant en détail mes souvenirs et expériences vécues. Et je pense que c'était vraiment une partie très importante de cela. Mais ensuite, découvrir que l'ultra-réalité est si couramment décrite, et je savais exactement de quoi il s'agissait à cause de mon expérience de coma profond. Parfois, j'en ai un aperçu dans certaines des visions que j'ai en méditation profonde, où je retourne dans ce genre de mise en scène, où l'univers me présente cette sorte de scène élaborée et complète de la réalité que je peux reconnaître comme faisant partie de cette vie ou potentiellement partie de cette vie. Mais parfois, je dois juste extrapoler que cela pourrait être une autre partie de mon voyage de l'âme.
Je ne veux pas nécessairement dire un souvenir de vie antérieure parce que je n'ai pas encore été pleinement convaincu de la véracité de tout sentiment de souvenir de vies antérieures que j'ai eues en méditation, car ils sont si difficiles à prouver, revenir en arrière et obtenir des données objectives pour prouver que cette personne a réellement existé. Pour moi, c'est un grand défi. Et c'est quelque chose que je recherche toujours et que je n'ai pas nécessairement trouvé. Mais j'ai certainement trouvé des sortes de décors magnifiques dans la méditation profonde qui m'aident à trouver des réponses à des problèmes de ma vie actuelle. Et ils peuvent sembler très réels quand je les traverse. En fait, ils peuvent sembler comme une véritable réalité vécue dans l'instant. Mais l'essence réelle ici est de trouver les bonnes façons de méditer. Pour moi, la toute première et évidente chose est que vous devez éteindre cette petite voix de singe dans votre tête. Certaines personnes s'identifient à une voix dans leur tête. Ils pensent que c'est ce qu'ils sont. Ils pensent que c'est leur conscience. Je pense que René Descartes a même fait ce genre d'erreur quand il a dit « cogito ergo sum ». Il pensait peut-être que parce que ses pensées se produisaient, cela le rendait vivant, conscient et existant, alors qu'en fait, c'était sa capacité à observer ses pensées qui signifiait réellement qu'il existait. Et c'est une distinction importante, quelque chose que nous faisons souvent dans nos ateliers de méditation. Mais une fois que les gens comprennent qu'il y a une conscience bien plus grande qui se cache dans l'esprit, une fois que vous pouvez faire taire cette petite voix agaçante, ce colocataire ennuyeux, comme Michael Singer appelle cette voix dans la tête, alors il y a beaucoup de place pour une croissance riche. Et c'est là que j'ai appris à vraiment chevaucher les pierres acoustiques sacrées et à maximiser ma profondeur de lâcher prise. C'est ce que certaines personnes appellent un état de non-soi, très libre de l'ego, mais aussi d'une pure conscience. Donc, c'est un peu délicat. Et bien sûr, il y a ce paradoxe étrange, comme tant de pépites spirituelles, que si on le saisit trop fort, on ne peut pas l'attraper. C'est insaisissable. Tout comme j'ai ouvert mon livre, Preuve du paradis, avec mes rêves de voler enfant. Et j'ai dit, plus j'embrassais le vol, plus je m'écrasais durement au sol. C'est donc cette étrange petite danse de lâcher prise. Mais il existe des techniques pour y parvenir en méditation. Et ce sont des choses que Karen et moi décrivons souvent dans nos ateliers et nos séances ludiques et toutes les différentes façons dont nous présentons la méditation au monde. Oui, je veux dire, quand j'ai commencé à méditer au début, c'était très difficile parce que la voix du singe était juste constante, constante, constante. Mais ce que j'ai trouvé qui a fonctionné pour moi, c'est que j'ai laissé la voix du singe continuer à parler et je n'ai pas essayé de la contrôler. Je l'ai juste laissé faire. Et puis en quelques minutes, maintenant je comprends. Je suis dedans, probablement en quelques minutes après des années de méditation. Mais avant, il me fallait 10, 15 minutes, 20 minutes, juste pour arriver à un état où tu pars. Tu es parti, pas endormi, tu es parti, tu reviens, et puis... J'adore toujours quand je perds la notion du temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai été en transe. C'est toujours incroyable. Comme, oh mon Dieu, j'ai été en transe pendant 2 heures. Oui, je suis d'accord. C'est là que tu touches vraiment la magie. Pour moi, j'utilise des signaux audio binauraux pour y parvenir. Le signe que je suis en profondeur, c'est quand je ne suis plus conscient d'entendre cet audio, quand je suis si profond. Et bien sûr, tu es complètement hors de l'espace et du temps. Tu es vraiment dans cette zone. Et c'est la même région où, par exemple, les gens rencontrent les âmes de leurs proches décédés et passent en revue leur vie. C'est pourquoi, en fait, dans nos ateliers, nous aidons les gens à utiliser ces tonalités pour entrer profondément dans un état méditatif. Et nous utilisons en fait l'échelle NDE, développée par le docteur Bruce Greyson en 1983. Nous l'utilisons pour aider les gens à avoir des repères et des jalons pour les divers événements qui se produisent dans leur méditation profonde. Donc, en essence, c'est une façon de considérer que vous construisez une NDE en cultivant cette relation et en explorant la conscience au-delà de ce petit ego et du cerveau linguistique. Maintenant, il y a quelque chose appelé, est-ce l'échelle de coma de Glasgow? L'échelle de coma de Glasgow, oui. Je voulais que tu détailles un peu ça pour le public parce que je voulais. Parce que beaucoup de gens ont. Je veux dire, il y a des milliers d'histoires de NED, mais la tienne est vraiment intéressante parce que, selon cette échelle de coma, tu étais complètement en état de mort cérébrale. Je n'utiliserai pas le terme mort cérébrale. Quel serait Je le ne terme? pense pas que ce soit approprié, mais mon cerveau était terriblement affecté à un point où l'on ne s'attendrait à aucune expérience phénoménale.
rêves, hallucinations, fabulations, tout ça. Donc oui, je peux certainement expliquer cela si vous le souhaitez. Oui, un peu, oui. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Oui, je ne vais pas entrer dans les détails. Bien sûr, juste un peu, juste un peu. Mais par exemple, les gens peuvent consulter le rapport de cas médical dans mes dossiers médicaux qui détaillent beaucoup mon score de Glasgow. C'est une partie très importante de l'évaluation, surtout quand on réalise que les 8 lobes principaux de mon cerveau étaient impliqués, mon tronc cérébral était impliqué, ma moelle épinière était impliquée. Je veux dire, cette méningite était une encéphalite et elle détruisait mon système nerveux central à tous les niveaux. Mais pour répondre à votre question sur le score de Glasgow, et encore une fois, cela est apparent dans le rapport de cas et tout le monde peut accéder à ce rapport de cas. Si vous allez sur ebenealexander.com, allez à mon article de blog de septembre 2018, au 3e paragraphe, où tout le blog discute de ce rapport. Et au début du paragraphe 3, il y a un lien direct vers le rapport de cas lui-même. Vous pouvez obtenir toutes les données directement là-bas, mais ils insistent beaucoup sur mon score de Glasgow. Maintenant, pour vous ou moi, aujourd'hui, en ce moment, nous aurions un score de 15 points. Tout le monde comprend ça. Pour être un humain normal et fonctionnel, un cadavre obtiendrait un 3. Donc, tout score entre 3 et 15 est valide. Tout score de 9 ou moins indique un coma profond. Il s'avère que dans le rapport de cas, ils disent que pendant la majeure partie de cette semaine, mon score de Glasgow était autour de 6 ou 7. Maintenant, il y a des moments dans les notes infirmières où on peut facilement me noter à 5. Donc, j'ai atteint ce niveau bas pendant une grande partie de la semaine. Il s'avère qu'ils m'ont donné un 11 à un moment dans la salle d'urgence, et c'est parce que je ne m'en souviens pas du tout. Mais cela a été témoigné par plusieurs personnes, y compris mon ancien conjoint et mon ancien prédicateur de biscuits et voisin et ami qui était là, Michael Sullivan. Ils l'ont entendu. Et c'est après plusieurs heures de gémissements, de cris, de convulsions et sans aucun mot significatif que j'ai dit « Dieu aide-moi ». Et ils m'ont entendu crier cela. Maintenant, je n'en ai aucun souvenir, mais pendant un instant, le simple fait que j'ai pu prononcer des mots dans une phrase m'a fait monter à 11 sur l'échelle de Glasgow. Mais je pense qu'en général, on peut considérer que j'étais à 6 ou 7, aussi bas que 5, pendant la majeure partie de cette semaine, et cela à un moment où mes examens neurologiques montraient vraiment des dommages bien au-delà du simple néocortex, mon tronc cérébral était endommagé. Donc, c'était un cas très sévère de méningo-encéphalite bactérienne qui aurait dû me tuer. Et absolument, à la fin, quand ils ont estimé que mes chances de survie étaient passées de 10% à 2% sans aucune chance de récupération. C'est ce que la littérature médicale suggérerait à ce sujet. Je n'ai trouvé aucun cas dans la littérature d'une méningite similaire avec une guérison complète. Il n'existe tout simplement pas. Et en fait, lorsque les 3 médecins ont soumis le rapport de cas aux évaluateurs du Journal of Nervous and Mental Diseases, ils ont été mis au défi. Comment expliquez-vous cela? Ce cas est absurde. Personne d'aussi malade ne revient complètement. Comment l'expliquez-vous? Et ce que les 3 médecins ont dit, c'est que c'était à cause de l'expérience de mort imminente que j'ai pu avoir une récupération aussi inattendue. Et ils connaissaient d'autres cas, comme celui d'Anita Morjani, dont le lymphome de stade 4B a pratiquement disparu après son expérience de mort imminente. Ou l'histoire du Dr. Mary C. Neal. Elle a eu une magnifique EMI après un accident de kayak au Chili où elle s'est noyée dans de l'eau chaude pendant plus de 30 minutes. Maintenant, tout médecin ayant déjà traité des victimes de noyade sait que plus de 30 minutes dans de l'eau chaude, c'est fini. Vous ne revenez pas. Et pourtant, elle a complètement récupéré. Donc, la grande leçon pour nous tous en tant qu'êtres humains est que le domaine spirituel offre une capacité immense de guérison bien au-delà des attentes de nos modèles matérialistes. Et ceci est juste une extension au-delà de l'effet placebo. Par exemple, nous avons reconnu l'effet placebo depuis plus de 6 décennies en médecine comme l'arbitre d'un nouveau traitement que nous voulions examiner. Et c'est parce que les médecins ont reconnu dans les années 1950 que les croyances, pensées et attitudes peuvent jouer un rôle énorme dans la santé d'une personne malade. Et donc, l'effet placebo est largement reconnu en médecine. Mais c'est bien plus qu'une simple pilule de sucre qui guérit un mal de tête. Si vous allez sur le site noéthique.org de l'Institut des sciences noétiques,
entrez le terme de recherche-rémission spontanée, vous trouverez un livre qu'ils ont publié au milieu des années 1990 avec plus de 3500 cas de guérison miraculeuse de cancer, infections et autres, des guérisons qui allaient bien au-delà de toute intervention médicale. Et la bonne nouvelle, c'est que Elena Wade, qui travaille là-bas, met à jour cette base de données avec 30 années de données supplémentaires. J'ai hâte de voir ça. Mais en d'autres termes, nous parlons ici simplement des capacités de guérison que nous avons en nous. Et je dirais que toute guérison physique, mentale et émotionnelle est finalement spirituelle dans le sens où la spiritualité a deux ingrédients. Dans mon livre, l'un est un sentiment de connexion par l'esprit, que nous sommes tous connectés. C'est pourquoi nous pouvons prier pour les autres. Et à travers le domaine mental, nous pouvons influencer leur guérison et ce genre de choses. Et aussi un sentiment de but et de sens partagé à notre existence. Que tout cela n'est pas juste une roue aveugle et mécaniste de souffrance dont nous essayons de nous échapper, mais que tout cela mène quelque part et que nous sommes tous ensemble dans cette aventure. C'est la partie magnifique de tout cela. Pouvez-vous parler un peu de votre rétrospective de vie? Parce que j'ai toujours été fasciné, car j'ai entendu ce concept répété encore et encore. Comment était votre rétrospective de vie? Et il est très important de souligner, étant donné mon amnésie. Il n'y avait aucun moyen que je passe par une révision de vie à la Ibn Alexander, parce que tous ces faits de ma vie étaient obscurcis pour moi pendant le voyage. Cependant, il s'avère que j'ai eu deux visions fantastiques dont j'ai souvent parlé dans des présentations. Et je commence juste à comprendre comment les expliquer dans un autre livre qui couvrira en quelque sorte mes progrès dans la compréhension de tout cela. Mais ces deux visions se sont produites dans le royaume central, cette sorte de destination ultime que j'avais. Bien sûr, je rebondirai, mais finalement je reviendrai à ce noyau. C'est là que tant de leçons ont eu lieu. Et l'une des premières visions dont je me souviens était celle que j'appelais la version du poisson volant. Et c'était cette vision très forte de ces poissons dans l'eau, filant à toute vitesse. Et c'est ainsi que je nous voyais dans ces corps matériels, temporairement abrutis, ne se souvenant pas. Il y a un programme d'oubli qui recouvre ces souvenirs de vie passées entre les vies. Donc, vers l'âge de 5 ou 6 ans, la plupart des enfants ont beaucoup de mal à se souvenir de ces souvenirs de vie passée entre les vies. Pour moi, je voyais ces poissons volants sortir de l'eau et c'était comme mourir, quitter le corps physique, retourner dans le domaine spirituel où ils retrouvaient les âmes des êtres chers disparus comme d'autres poissons volants dans les airs. Ensuite, ils passent en revue leur vie, ce qui est essentiellement des corrections en cours de route, des façons d'apprendre les leçons résiduelles de cette vie. Si notre âme était suffisamment avancée pour assimiler ces leçons et apprentissages, puis travailler avec notre groupe d'âmes pour élaborer les défis de la prochaine vie et replonger. Donc, cette version des poissons volants en était une, mais il y avait une version plus puissante qui venait avec un autre passage par le noyau. Celle-ci, je l'appelle la version du filet d'Indra. Et c'était une vision de cette incroyable tapisserie, une tapisserie multidimensionnelle, de tous ces fils entrelacés. Et j'ai vu les fils comme les vies des êtres sensibles. Et la toile et le tissage du tissu étaient essentiellement comme respirer, mais c'était entrer dans des incarnations, apprendre et enseigner, puis quitter un corps, retrouver les âmes des êtres chers disparus, passer en revue la vie, réorganiser le mélange pour le prochain ensemble de leçons et ensuite y retourner. Et c'est ce que j'ai vu tisser dans cette tapisserie qui allait vers cet avenir brillant, lumineux, doré, de ce que j'ai rapidement appelé une sorte de conscience christique. Après, les écrits de Pierre Teilhard de Chardin au milieu du XXe siècle. Il était scientifique, paléontologue, mais aussi très spirituel. C'était un prêtre jésuite français. Et dans son livre « Le phénomène humain », il a reconnu que l'évolution se produisait effectivement, mais qu'elle était bien plus grandiose que la simple petite évolution des formes de vie sur Terre et que toute la conscience à travers le cosmos était en train d'évoluer. Et c'est exactement pourquoi j'appelle cela cette version du filet d'Indra et ce centre brillant et lumineux. C'est en quelque sorte là où tout cela se dirige. Et du point de vue des humains maintenant, je dirais que nous regardons une époque d'environ 5000 ans pour essayer de parvenir à une compréhension plus profonde de ce que l'univers nous a présenté et notre compréhension de ce que cela signifie pour notre relation avec lui.
et au-delà des quelques milliers d'années à venir. Je ne suis pas sûr que nous puissions vraiment voir où tout cela mène, mais ce que cela semble être en ce moment, c'est apprendre cette leçon profonde de l'unité, que nous sommes connectés par un seul esprit et que ces visions que les gens ont lors des revues de vie des EMI de témoigner des événements, non pas de leur propre perspective, mais de la perspective émotionnelle des autres autour d'eux. C'est ce qui est intéressant à propos des revues de vie. C'est qu'elles nous montrent que deux choses majeures. L'une est que les frontières du soi font partie d'une fiction avec laquelle nous vivons ici, mais qu'en fin de compte, nous partageons le rêve de l'esprit unique. Et c'est, je pense, une manière très importante de le dire. Nous le découvrons dans cette rétrospective de vie. Si vous avez causé douleur et souffrance à autrui, dans cette rétrospective, vous le ressentez, en subissez les conséquences, car tout vous revient. C'est ainsi que fonctionnent les rétrospectives de vie. Ces leçons profondes de l'âme ne sont pas apprises uniquement du point de vue d'un ego, d'un être sentient, mais reconnaissent ce type d'apprentissage et d'enseignement ensemble. Et l'autre aspect clé des revues de vie est que les gens les décrivent souvent comme revivant en détail les événements. Ce n'est pas un vague souvenir sépia. C'est une véritable revisite émotionnelle de ces événements et souvent du point de vue des autres qui sont impactés par les pensées et les actions. Et c'est là que je pense que la plus grande leçon des revues de vie est la façon dont je les ai vues, comme à la fois le poisson volant et cette vision du filet d'Indra, était une manière extraordinaire de présenter cette nature intemporelle de voir notre évolution, mais dans un sens beaucoup plus riche, dans ce sens du temps profond, qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier de certains détails comme « et si mon être cher se réincarnait avant que j'arrive ?» Par définition, puisque tout cela concerne vraiment les relations, il n'y a aucun moyen qu'un être cher ne soit pas là à ce moment-là. Et c'est la beauté de voir comment le temps profond permet à ces choses de se produire, complètement en dehors du flux du temps auquel nous assistons dans notre réalité consensuelle ici sur Terre. Donc, d'après votre expérience, vous pensez que les âmes voyagent presque dans des cercles similaires, comme ma femme et moi, qui avons une connexion profonde dans cette vie, ou mes enfants et moi avons une connexion profonde dans cette vie. Dans la prochaine vie, les rôles pourraient être changés pour des leçons exactement différentes, mais nous pourrions évoluer dans le même cercle, et cela vaut aussi pour nos parents et nos amis proches, et des choses comme ça. Donc, c'est un peu ce que vous voyez de votre expérience aussi? Oui, absolument. L'amour est vraiment, c'est l'atout. C'est ce qui dicte tout le reste. Et je crois qu'il y a beaucoup de vérité dans l'idée que des groupes d'âmes se réincarnent. Et bien sûr, cela montre que notre genre, évidemment, ne fait pas partie de notre âme. Nous pouvons facilement changer de genre. Nos rôles de parents et d'enfants, de grands-parents et de petits-enfants. Des choses comme ça peuvent changer dans ces divers types de réarrangement de notre voyage d'âme avec notre groupe d'âme. Mais je pense que c'est très réconfortant d'apprécier cela. C'est vraiment la leçon la plus profonde des expériences de mort imminente. Et bien sûr, cela s'intègre parfaitement, par exemple, dans les soins palliatifs et le travail en hospice. Par exemple, il y a un beau livre intitulé « Death is but a Dream », sorti il y a environ 3 ans par le Dr. Christopher Kerr, K-E-R-R. Il travaille en hospice à Buffalo, New York, et c'est un beau livre. Il n'a aucun intérêt pour l'au-delà, mais quand il décrit ce qui se passe avec les personnes qui quittent ce monde sous sa surveillance, vous entendez les mêmes histoires que celles des personnes ayant vécu une EMI sur le fait de réparer leur tort dans cette vie lorsqu'elles ont blessé les autres. Une grande partie du processus consiste à faire amende honorable auprès de ces personnes, de toutes les manières possibles. Et c'est vraiment pourquoi l'expérience de la mort peut être si puissante et validante et affirmante de la vie, c'est que c'est vraiment notre chance de nous élever à l'occasion et de devenir les âmes que nous sommes venus être ici. Et cela inclut admettre les torts que nous avons faits aux autres et comment cela ne s'intègre jamais dans cette vision des revues de vie et comment elle nous pousse vers l'amour inconditionnel pour tous nos semblables. Je veux dire, la revue de vie, c'est la règle d'or. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités, inscrite dans le tissu même de l'univers. Et la règle d'or, je dirais, est essentielle à pratiquement tous les grands systèmes religieux et certainement à certains systèmes éthiques, athées de morale et d'éthique.
La règle d'or est au cœur de tout cela, et pourtant, vous la voyez, parfaitement démontrée dans les revues de vie, car si nous blessons les autres, nous nous blessons nous-mêmes. Et c'est ce que nous découvrons dans cette revue de vie. Et c'est une leçon que ce monde doit vraiment apprendre. Maintenant, avec toute notre polarisation et friction et faux sentiments de séparation, qui est inhérent au modèle matérialiste prédominant. C'est ce qui nous donne ce faux sentiment de séparation, alors qu'une version quantique et informée de la réalité et de la conscience permet pleinement cette unité que nous partageons, que nous sommes ensemble dans cette aventure. Tu y crois maintenant? Je veux dire, évidemment, de mon vivant, je n'ai jamais vu autant de discorde et juste polarisation, et le monde est un peu à l'envers. Sur le plan environnemental, nous traversons une pandémie unique en une génération. Il se passe tellement de choses. On dirait qu'il y a presque un remaniement, un secouement de l'Etch a Sketch un peu, pour me situer dans le temps, un peu du monde. Et ce n'est pas seulement ce pays-ci ou ce pays-là, ou des groupes de pays. Le monde entier traverse cela en même temps, ce qui est quelque chose que je n'avais vraiment jamais vu auparavant. Certainement de mon vivant, mais encore moins dans les 500 000 dernières années, je n'ai jamais vu la planète entière être vraiment affectée par cela. Pourquoi pensez-vous, de votre point de vue, que cela se produit? Et que pensez-vous que cela signifie pour nous à l'avenir? Eh bien, je peux faire une analogie avec le travail sur l'addiction et l'alcoolisme des études. En médecine, nous rencontrons souvent des personnes souffrant de diverses addictions. Et cela peut être à des substances ou non. Par exemple, certaines personnes sont accros au travail, d'autres à l'exercice, d'autres encore à l'amour ou au sexe. Je veux dire, il y a beaucoup de choses différentes auxquelles nous pouvons être accros et qui peuvent vraiment ruiner nos vies. Ce sont toujours des maladies de l'ego. C'est là où l'ego fait des demandes. Et l'autre ne peut pas nécessairement satisfaire toutes ces demandes. En fait, certains thérapeutes feront un sacrifice rituel de l'ego. Maintenant, je dirais que de nombreuses façons, notre monde moderne est en quelque sorte accro à la pensée matérialiste et à ce faux sentiment de séparation de beaucoup de choses très toxiques. Et c'est ce qui nous amène à ce que l'on appelle dans le travail sur l'alcoolisme et les addictions un cadeau du désespoir. Quand quelqu'un touche le fond, les choses deviennent tellement détruites et mauvaises dans sa vie à cause de l'addiction qu'il doit rebondir et utiliser cette énergie pour aller mieux. Et de nombreuses façons, notre monde fait actuellement face à un cadeau collectif du désespoir. Je veux dire, qui dans le monde, qui a grandi comme dans mes années 60, 70, 80, la guerre froide, URSS contre, les États-Unis construisant des abris anti-bombes dans toute cette folie insensée. Qui aurait pensé qu'en 2022, boum, tout d'un coup, on se retrouverait comme en 1939 ou quelque chose comme ça, où un grand pays européen en envahit un autre militairement ou le menace. Vous plaisantez, nous n'avons pas plus mûri que ça. Et je pense que c'est en partie le problème avec le changement climatique. Je pense que la pandémie, à bien des égards, n'était qu'un signal d'alarme pour nous aider à réaliser que la seule façon de vraiment survivre et prospérer face à ces défis est de les affronter ensemble. Et plus nous continuons dans cette idiotie aveugle et à nous raconter les mensonges qui nous ont mis dans ce pétrin, notre addiction aux combustibles fossiles, toute la cupidité des entreprises que vous voyez avec une richesse extraordinaire concentrée dans le 1 ou 2% du sommet et les 50% du bas laissés pour compte. Je veux dire, il y a d'énormes problèmes dans tout pays qui a des milliardaires et des enfants affamés. Ces deux choses ne devraient jamais coexister. Et pourquoi nous sommes devenus si confus à ce sujet? Je ne sais pas. Mais je dirais aussi que je crois que lorsqu'un changement de paradigme majeur est imminent, en fait, les forces fondamentalistes qui se sentent menacées par ce changement de paradigme réagissent avec une sorte de rage immense. C'est comme un serpent qui s'étend pour paraître aussi grand que possible, prêt à mordre. Et c'est ce que nous voyons. C'est la folie de la polarisation politique et les menaces d'une nouvelle guerre venant de la Russie. Et pendant ce temps, tant de gens dans ce monde se réveillent à cette
révolution de la conscience qui montre vraiment l'unité que nous partageons tous. Et en fait, je suis très optimiste pour l'avenir. Et c'est parce que je pense que nous traversons un don énergisant de désespoir qui aidera ce monde à vraiment se réveiller. Les NDE, à bien des égards, sont la pointe de la lance. La science matérialiste que je vénérais avant le coma, je n'utilise pas ce terme à la légère. Cette science matérialiste se sent très, très menacée. Et certainement, les gens qui entretiennent ces modes d'accumulation de richesses de notre société actuelle, etc., la cupidité des entreprises et tous les problèmes liés à l'addiction aux combustibles fossiles et à la pollution plastique, je veux dire, tout le véritable côté horrible et laid de l'Homo sapiens qui viole et pille le monde, je pense que les gens se réveillent à cela et ils ne vont vraiment pas nous permettre de traverser une autre phase majeure d'une sorte de destruction de soi égocentrique, insouciance, ce qui est ce que nous avons passé la majeure partie des derniers siècles à tourner en rond. Donc, je pense que toute la sorte de dureté dont nous nous plaignons dans le monde est en de nombreuses façons un bon signe que nous nous réveillons. Nous n'allons pas tolérer cela. Nous n'allons pas continuer à brûler des combustibles fossiles comme des fous et enrichir l'industrie des combustibles fossiles, parce que la folie de ce que cela fait à notre planète est évidente pour quiconque, qui est témoin de ces sécheresses extrêmes, incendies, inondations extrêmes, super tempêtes, montée du niveau de la mer. Je veux dire, nous sommes déjà vraiment en grand danger. Nous avons déjà franchi le précipice et il est grand temps de prendre les décisions qui s'imposent et d'assumer pleinement nos choix. C'est une réponse fantastique à cette question parce que je suis d'accord avec toi à 110%. Je pense que c'est de la folie. C'est suicidaire de continuer sur le chemin que nous avons pris et quelque chose nous secoue. Comme je le dis toujours, c'est difficile de lire le livre quand il est collé à votre nez. Il faut le reculer un peu pour avoir du recul. Et je pense que c'est ce que le monde nous fait en ce moment. J'espère qu'il nous donne du recul. Maintenant, vous avez utilisé le terme conscience, souvent, non seulement dans cette conversation, mais aussi dans votre travail. Quelle est votre définition de la conscience? Eh bien, la conscience est vraiment la prise de conscience de. Vous savez, René Descartes a dit cogito ergo sum, je pense, donc je suis. J'aurais aimé qu'il clarifie un peu mieux, car cela a un peu embrouillé les gens. Il a fait croire que la pensée elle-même était l'existence, mais c'est la prise de conscience de la pensée qui est l'existence. Et c'est là que nous pouvons faire une différenciation moderne et mettre notre cerveau linguistique et notre esprit égoïste en pause. Donc, je dirais simplement que la conscience est cette prise de conscience de l'existence. Il s'avère que c'est une propriété de l'univers en général qui existait avant le Big Bang. Et les êtres sensibles peuvent partager cette couche mentale de l'univers. Ma partenaire Karen Newell saurait que la couche mentale implique l'esprit sur la matière, comme l'effet placebo et la guérison spontanée, ce genre de choses. Et elle nous rappellerait que la vérité est l'esprit sur la matière, pas l'esprit sur la matière. Et c'est là que les définitions que vous vouliez appeler cela idéalisme, avec une couche mentale de l'univers ayant cet ordre causal descendant, ou si vous voulez aller au-delà de cela, ce que j'aime souvent faire dans une discussion philosophique, dire que ce n'est pas seulement la couche mentale qui détermine tant de choses dans nos vies, mais c'est vraiment cette couche spirituelle. C'est là que nous nous réunissons tous dans un sens de but et de signification. Il y a un excellent livre appelé The One Mind par mon ami et collègue Larry Dossey. Je recommanderais ce livre, en fait, pour vos auditeurs qui veulent en savoir plus sur les preuves de l'au-delà. Il y a eu un concours récent en 2021 sur bigelowinstitute.org et les gens peuvent lire les 29 essais gagnants de ce concours sur bigelowinstitute.org. Et la question à laquelle ils devaient répondre était: quelle est la meilleure preuve scientifique de la survie de la conscience après la mort corporelle permanente? Et donc, sur ce site, bigelowinstitute.org, vous pouvez trouver 29 essais gagnants qui vous emmèneront absolument au niveau supérieur de compréhension de cette réalité. Maintenant, je le mentionne parce que le deuxième essai du Dr. Pim Ben Lamel est un excellent essai. Il est très scientifique et parfaitement ciblé. Mais vers la toute fin, il est d'accord avec notre position sur le fait de vivre dans un univers conscient et parle de l'esprit unique et du cerveau comme un filtre. Et il fait référence à 4 sources différentes à ce sujet. Une source est le livre de Larry Dossey,
The One Mind. Une autre est le livre de Stephen Taylor, Spiritual Science. Une autre ressource est un article scientifique de Bernardo Castro. Il s'appelle Consciousness in the Universe. Et puis la quatrième source qu'il mentionne est le livre Living in a Mindful Universe que Karen Newell et moi avons écrit. Ces 4 sources sont des arguments scientifiques très puissants pour la réalité d'un esprit unique que nous partageons et qui considère le cerveau comme un filtre ou un récepteur qui nous donne chacun une perspective légèrement différente de cet esprit unique, mais en fin de compte, notre conscience est cet esprit unique. Nous partageons le rêve de cet esprit unique. Cet esprit unique est cette force divine infiniment guérissante que tant de personnes ont rencontrée lors d'expériences de mort imminente et de mort partagée. Des prophètes et des mystiques, depuis des milliers d'années, se sont baignés dans cet océan d'amour de cet esprit unique. Et donc, c'est vraiment un modèle scientifique qui se développe appelé la théorie du filtre. Et c'est ce que nous expliquons dans Living in a Mindful Universe pour tout clarifier. Mais cela aide à mieux comprendre toutes ces sortes d'expériences et comment elles peuvent être perçues d'une manière qui a du sens dans une compréhension moderne de la nature de la réalité. Donc l'idée de filtrage est essentiellement, nous ne pensons pas tous. Nous avons tous cette même conscience. Nous sommes tous un seul et même esprit, faute de meilleurs termes, mais selon nos expériences, notre lieu de naissance, notre race, nos villes, nos communautés, nos croyances religieuses, ce sont tous des filtres qui filtrent en quelque sorte comme filtrent différentes perspectives de l'ensemble. Est-ce que ça a du sens? Oui, je dirais que c'est une très bonne façon de voir les choses. Et juste un rappel que encore, cette règle d'or étant inscrite dans le tissu de l'univers, c'est tout ce que nous disons ici, c'est que lorsque vous blessez quelqu'un, vous pourriez devoir revivre cela lors d'une révision de vie. Et tout cela se fait dans ce processus, bien sûr, de raffinement. Et ce que cela souligne de manière très forte, c'est l'importance du libre arbitre. Parce que rappelez-vous que la science matérialiste moderne se moquera de vous si vous prétendez avoir un quelconque libre arbitre. Et c'est parce qu'ils pensent que la conscience est simplement l'épiphénomène de les réactions chimiques et les flux d'électrons dans la substance du cerveau. Et que c'est ce qui nous donne la conscience. Ils pensent que tous ces atomes et molécules suivent les lois de la physique, de la chimie, de la biologie. Alors, où placer le libre arbitre dans ce système? Et c'est là que vous reconnaissez l'importance d'aller vraiment en profondeur sur ce sujet. Et donc, nous nous appuyons sur cette notion de primauté de l'esprit, de primauté de la conscience. Non seulement sur le problème difficile de la conscience, qui est essentiellement l'impossibilité de comprendre le fonctionnement du cerveau et d'expliquer l'expérience consciente et phénoménale, mais aussi sur la philosophie de l'esprit. Le problème de la liaison, l'unité apparente de la conscience chez un individu. Pourquoi est-ce ainsi si ce sont toutes ces différentes populations neuronales qui font leur propre chose? D'où vient cette unité? Et puis, vous avez toutes les preuves de la conscience non locale issues de la parapsychologie. Des choses comme la télépathie, la précognition, le pressentiment, les expériences de sortie du corps, les expériences de mort imminente, la mort partagée, les souvenirs de vie antérieure chez les enfants, la réincarnation indicative après la mort, la communication après la mort, les visions sur le lit de mort, toutes ces choses, nous les examinons en détail pour montrer comment chacune d'elles contribue à cette notion de l'esprit unique. Et puis, en fin de compte, il y a la physique quantique elle-même qui frappe à la porte. C'est ce qui dit à la communauté scientifique qu'ils peuvent oublier un univers déterministe, newtonien, ce qu'ils pensent avec ses réactions chimiques et flux d'électrons. Je veux dire, John Wheeler, le célèbre chef de la physique à Princeton, il a proposé un principe anthropique participatif. Ce qu'il soulignait, c'était l'importance de l'esprit, un esprit non dérivé de la matière. Pour expliquer tout cela, tous ces arguments et vivre dans un univers conscient, nous les rassemblons tous pour défendre l'idée d'un esprit unique que nous partageons tous et le cerveau servant de filtre. Et c'est très important pour ce monde en général, surtout avec notre pensée matérialiste dominante et ces erreurs de prétendre que nous n'avons pas de libre arbitre, que la conscience est une illusion complète qui ignore, je pense, l'histoire et la destinée humaine. Ce n'est pas simplement, je pense, quand on y réfléchit. Vous ne pouvez pas simplement supposer que cela résulte de nombreuses réactions chimiques aléatoires et de flux d'électrons dans les cerveaux.
cela a conduit à cette réalité émergente. Il se passe quelque chose de beaucoup plus riche et profond qui a à voir avec la primauté de la conscience. Et c'est ce que les gens de la physique quantique nous disaient par des nombres énormes dans l'histoire précoce du domaine de la physique quantique. Et le travail n'a fait que nous enfermer dans un coin où il faut vraiment admettre que l'idéalisme objectif, cette couche mentale de l'univers, la causalité descendante, tout cela est réel. Et il y a des physiciens quantiques qui peuvent encore être coincés dans les détails. Ils pensent, non, ce sont les particules subatomiques qui suivent toutes les règles et lois de la physique, de la chimie, de la biologie. C'est ce qui nous donne les événements de notre monde. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Il y a un principe causal descendant. Et en tant qu'être sentient, nous avons accès à cette couche mentale de l'univers. Donc, la couche mentale est vraiment juste une couche d'information, intégration et assimilation. Et c'est ce à quoi nous avons accès. Et ainsi, à l'ère moderne, toute cette discussion peut être très fructueuse, surtout si vous suivez, par exemple, l'interprétation relationnelle de Carlo Ravelli, de la mécanique quantique du paradoxe de la mesure, qui est le point de désaccord où tout le monde est en désaccord, puis soutenez l'interprétation relationnelle de Bernardo Kastrup avec, je suis désolé, l'interprétation relationnelle de Carlo Ravelli avec la métaphysique de Bernardo Castro, qui est l'un des soutiens de notre livre « Vivre dans un univers conscient ». Et bien sûr, j'ai également soutenu beaucoup de ses travaux, en particulier L'idée du monde, son livre, un argument très excellent pour la nature mentale de la réalité et fondamentalement l'idéalisme objectif comme la règle par laquelle tout cet univers fonctionne. Maintenant, je voulais juste aborder quelque chose en ce qui concerne le libre arbitre, parce que c'est toujours un point de friction pour beaucoup de gens, comme « Oh, si nous avons ces vies passées et que nous devons revenir et nous réincarner, tout est prédéterminé pour nous, comme nous n'avons rien à faire. Donc, ma compréhension du libre arbitre est comme « Regarde, demain je peux décider de devenir astronaute, ou encore mieux, je vais devenir joueur de la NBA. Maintenant, c'est peut-être quelque chose que je peux choisir d'essayer de faire. Les chances que j'y parvienne, parce que je ne suis pas vraiment fait pour ça. Je n'étais pas fait pour ça. Tout mon parcours de vie n'a pas été orienté vers ça. Ce serait un voyage difficile et ça pourrait être un chemin que je dois apprendre. Et croyez-moi, j'ai traversé certains de ces voyages dans ma vie, des rêves comme peut-être que je veux être joueur de la NFL. Tu n'étais pas fait pour ça. Ce n'est pas ton chemin, mais tu as le choix d'entrer et de sortir. Mais j'ai toujours trouvé, du moins dans ma vie, que lorsque tu commences à suivre le chemin qui t'était en quelque sorte destiné, les choses coulent beaucoup plus facilement. Les choses bougent beaucoup plus facilement. Il y a moins d'obstacles. Quand tu commences à avoir beaucoup d'obstacles devant toi, c'est généralement un signe que quelque chose ne va pas, un peu ici ou là, et tu dois trouver d'autres moyens de t'y prendre. Si l'envie et le besoin ardent de suivre ce chemin sont là, quel est ton avis là-dessus? Eh bien, je pense que vous soulevez d'excellents points, mais toute cette idée de prédéterminisme contre le libre arbitre, je crois que de nombreuses façons, nos groupes d'âmes tracent en quelque sorte des étapes potentielles pour la manière dont nous allons travailler ensemble. Qui viendra en tant que parent, enfant, jouant ce rôle, cet autre rôle? Et cela peut impliquer beaucoup de choses, surtout ce que nous voyons de ce monde comme des épreuves et des difficultés, des défis, des maladies, des blessures. Et je pense que c'est la façon dont nous faisons face à ces défis qui définit vraiment notre libre arbitre et la croissance de notre âme. Plus nous pouvons retrouver cet amour de l'univers pour soi, plus nous pouvons partager cet amour en le manifestant pour les autres et en affrontant les épreuves et les difficultés de la vie. Avec une attitude de croissance et d'apprentissage et de gratitude et de pardon quand c'est nécessaire. Je pense que c'est ce qui me montre vraiment le type de guérison qui peut venir de la reconnaissance de notre véritable libre arbitre, mais qu'en fin de compte, cela implique de tirer des leçons de la vie. Comme vous l'avez dit, souvent nous percevons certains obstacles qui pourraient se trouver sur notre chemin pour atteindre certains points. Et donc nous sommes là à naviguer ce chemin et à essayer de satisfaire nos envies et désirs et ce que nous voyons comme nos besoins et nos relations, mais de le faire de manière appropriée qui nous permet de grandir en tant qu'âme. Et je dirais, de mon point de vue, je pense qu'il pourrait y avoir un certain prédéterminisme à certains de ces défis et difficultés que nous affrontons. Par exemple, mon abandon pour adoption quand j'avais 11 jours. Je pense que cela faisait partie de mon accord d'âme en arrivant parce que mon âme supérieure, pas mon ego. Si nous regardons ces questions et déclarations de notre esprit égoïque, parfois nous nous disons « De quoi parlez-vous? C'est fou? Pourquoi choisirais-je de faire face à cette difficulté ou maladie ou blessure dans cette vie?
Pas possible. Leur ego s'y opposerait. Cependant, leur âme supérieure pourrait reconnaître une valeur et un potentiel de croissance pour le groupe. Il ne s'agit jamais d'une âme individuelle, mais toujours des relations et du groupe dans son ensemble. Cela reflète un principe général en physique moderne. Ce n'est pas à propos des électrons, des photons, des quarks et des particules, mais des excitations dans le champ. Donc, c'est à propos des relations et c'est exactement ce dont nous parlons ici. Tout tourne autour des relations. Et c'est pourquoi il est si important de comprendre le pouvoir de l'amour pour apporter guérison et plénitude à notre existence. Et beaucoup d'entre nous vivent leur vie sans nécessairement reconnaître ce fait. Et pourtant, dans la communauté des EMI, et quand vous étudiez des exemples modernes de conscience, surtout des choses comme les communications après la mort, les visions de lit de mort, vous commencez à réaliser que nous pouvons compter sur ce royaume spirituel pour nous guider et nous pousser dans la bonne direction pour la croissance de l'âme. Comme je l'ai dit dans le livre Preuve du paradis, mon ange gardien m'a dit « Tu es profondément aimé et chéri pour toujours. Tu n'as rien à craindre. Tu es pris en charge. » Mais j'ai aussi dit « Tu ne peux pas te tromper. » Et la façon dont je l'ai formulé dans Preuve du paradis, cela a été mal interprété. Et j'aurais aimé l'expliquer beaucoup plus en détail, car dans l'ambiance de ce pouvoir magnifique, aimant, guérisseur de cet amour divin de ce royaume, toute transgression de faire du mal aux autres lors d'une rétrospective de vie semble particulièrement abominable. Donc, il faut comprendre que cette ambiance, et peu importe même si vous avez affaire, disons, à des prisonniers dans une prison de haute sécurité remplie de meurtriers et de violeurs servant de travailleurs de soins palliatifs pour d'autres prisonniers, ce qu'ils décrivent sont des parcours similaires, de personnes arrivant à la fin de leur vie et ayant des regrets d'avoir fait du mal aux autres et de ne pas avoir manifesté cet amour, souvent arrivant à une sorte de réalisation, peut-être à propos d'un traumatisme d'enfance où ils réalisent que leurs propres parents avaient affronté des difficultés similaires et cela les aide à expliquer pourquoi ce parent se comportait ainsi. Et puis, ils comprennent plus profondément pourquoi ils se comportent ainsi, même s'ils arrivent maintenant à la fin de leur vie pour réaliser que c'est mal et réalisent que dans tous ces contextes, l'ambiance de cet amour, le pouvoir guérisseur de l'amour est au premier plan. Ce n'est pas comme si les gens s'inquiétaient de rencontrer ce qui ressemble à l'enfer éternel et à la damnation ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est peut-être une rétrospective de vie désagréable parce que vous avez infligé de la douleur et de la souffrance aux autres. Mais c'est toujours, ces leçons sont très positives et affirmatives sur la réalité de ce royaume, sur son importance pour nous en tant qu'êtres sensibles, vivant ces vies, et vraiment juste un sens beaucoup plus grand de ce qu'est cette existence. Docteur, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et où trouver le livre? Eh bien, allez sur Eban, c'est E-B comme Baker Alexander.com. J'ai une liste de lectures là-bas avec plus de 100 livres et divers articles et ils sont organisés par catégorie. Je les ai classés par ordre de préférence, etc. Certains des articles scientifiques sont accessibles par un lien direct. Vous accédez donc au véritable article immédiatement. Cette liste de lecture est une excellente ressource. Mes publications de blog y sont. Beaucoup d'autres choses y sont que les gens peuvent explorer. La page FAQ répond à beaucoup des questions courantes que les gens posent sur mon expérience. Donc, ebenalexander.com est un excellent endroit. De plus, encouragez toute personne intéressée par la méditation à visiter sacredacoustics.com. Pour être transparent, c'est le site de mon partenaire et co-auteur de ce livre, Living in a Mindful Universe, Karen Newell. Elle est la cofondatrice de Sacred Acoustics, qui est une forme d'entraînement cérébral par battements binauraux. C'est ce que j'ai utilisé 1 à 2 heures par jour pendant plus de 10 ans pour réexplorer mon voyage. Je suis de loin l'un de leurs plus grands fans, bien que je n'ai aucun lien financier avec Sacred Acoustics, mais je suis un grand fan aussi. J'encourage les gens à aller sur unitedinhopeandhealing.com. Et ce site est quelque chose que Karen et moi avons lancé au début de la pandémie. C'était l'idée brillante de Karen. Nous avons là-bas toute une série d'interviews que nous avons réalisées avec certains des leaders d'opinion renommés dans le domaine des études de la conscience et aussi avec d'autres personnes ayant vécu des expériences. C'est une liste extraordinaire d'interviews. Nous les avons faites toutes les 2 semaines pendant environ 18 mois au début de la pandémie. Donc, il y a beaucoup d'interviews là-bas. Allez simplement sur unitedinhopeandhealing.com. Une grande partie de ce programme est complètement gratuite.
Certains aspects, comme un cours pour les praticiens de la santé mentale, sont payants, mais beaucoup de travaux sont absolument gratuits et accessibles au public. Ces interviews valent leur pesant d'or ou de platine, je ne sais pas lequel, mais nous invitons les gens à aller sur unitedinhopeandhealing.com pour nous rejoindre et nous allons probablement revisiter ces interviews et commencer toute une série de nouvelles dans les prochains mois. Mais pour l'instant, il y a un énorme stock d'interviews très importantes qui aideront les gens à se mettre pleinement à jour avec tout cela. Evan, je tiens à vous remercier d'avoir partagé votre parcours à l'émission et à travers votre livre. Votre contribution est inestimable. Merci infiniment et je vous souhaite un succès continu dans toutes vos entreprises. Eh bien, Alex, merci beaucoup de nous avoir fait connaître dans le monde entier. Ce fut un plaisir de parler avec toi et j'espère que nous pourrons le refaire un jour. Merci beaucoup. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.